Bonjour à tous dans un nouveau vlog où nous allons parler de Kung Fu Panda. Oui, je sais, je suis très en retard parce que, j'avoue, j'étais un petit peu refroidi à propos de ce quatrième film Kung Fu Panda, au vu de certaines révélations sur la production dont nous allons parler dans quelques instants, mais j'ai enfin pris le temps de le regarder, et beaucoup m'ont demandé mon avis sur le film, parce que beaucoup savent que j'adore beaucoup la trilogie Kung Fu Panda, donc j'ai fait une vidéo réaction sur la bande-annonce du 4, hein, pour vous dire, et parce que je me trouve pas très productif ces derniers mois avec les formulas qui traînent de plus en plus, voilà, j'en profite pour faire un vlog là-dessus, pour avoir de quoi payer mon loyer ce mois-ci. Donc ouais, comme expliqué, j'aime beaucoup les films Kung Fu Panda, et pourtant, oui, je sais, quand tu vois le titre Kung Fu Panda, tu te dis, sérieusement, voilà, c'est le premier truc que je me disais quand le premier film était sorti, voilà, c'est genre, putain, DreamWorks qui fait encore une comédie à la con avec des célébrités, voilà, c'est pour ça que vous serez jamais aussi bien que Pixar, les mecs. Mais finalement, comme tout le monde, j'ai été très agréablement surpris de voir que non seulement c'est un bon film, non seulement il y a des superbes scènes d'action et des superbes animations dans ce film-là, mais aussi qu'il y a des moments incroyablement touchants, quoi. Pour vous dire, le 2, qui est encore mieux que le premier film, eh ben, il est connu pour faire pleurer des gens. Oui, il y a des gens qui pleurent devant Kung Fu Panda 2, c'est toujours une phrase rigolote à dire, mais voilà. Le 3 aussi est très bien, mais c'est vrai que c'est un peu le moins bon des 3, parce que c'est celui qui a le moins de scènes intenses et de scènes émotionnelles et tout, mais c'est quand même une bonne conclusion pour ce qui était la trilogie Kung Fu Panda. Et bah, j'avoue, on était un petit peu passé à autre chose, en fait, avec Kung Fu Panda. Je veux dire, on a eu les 3 films, c'est bon, voilà, ça se termine suffisamment bien. Donc du coup, il n'y avait pas vraiment besoin d'un 4e film, mais c'est vrai qu'il y avait une époque où, quand le 2 avait été annoncé, il y avait des rumeurs comme quoi ils avaient des projets pour 6 films et tout, et donc ouais, je suppose qu'ils ont toujours ça dans les tiroirs et ils ont envie de continuer un petit peu ce mouvement de résurrection de DreamWorks qui a été lancé par le Chapeauté 2, donc pourquoi pas. Alors moi je reste ouvert à la question, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des choses à faire avec l'univers, avec les personnages, etc. Donc pourquoi pas. Le fait qu'on n'ait pas Jennifer Hugh Nelson à la réalisation, ouais, ça faisait un petit peu peur. Je veux dire, c'est pas comme si Jennifer Hugh était trop occupée ou quoi que ce soit, quoi. Elle est sur quoi, là? Elle fait rien, là, actuellement. La remplacer par Mike Mitchell, là, c'est un petit peu dommage, mais tu vois, je comprends, tu vois, Mike Mitchell, voilà, c'est un vieux de la vieille de DreamWorks. Et surtout, c'est celui qui avait fait Shrek 4, qui était pas mal du tout, justement, que c'était un film qui apportait une bonne conclusion émotionnelle à ses personnages et tout, malgré le fait que ça se sentait un petit peu comme l'épisode de trop, quoi. Le seul épisode de trop, c'est Shrek le 3e, finalement. Donc voilà, j'avais envie de lui donner sa chance, la bande-annonce était plutôt rassurante, voilà. C'est vrai qu'il y avait certains points qui m'inquiétaient un petit peu, mais voilà quoi, on a eu des informations sur la production un petit peu houleuse, on en parlera dans quelques instants, donc voilà, ça faisait un petit peu peur. Mais finalement j'ai pris le temps de le regarder et en vrai c'est pas mal du tout. C'est le moins bon des 4 films Kung Fu Panda, bien sûr, mais bon, je préfère le moins bon des Kung Fu Panda au meilleur des moins moches et méchants, honnêtement. J'ai toujours pas mal d'attachement pour cet univers, ces personnages et tout, donc forcément, j'essaie de voir un petit peu les bons côtés de ces épisodes-là, même si, on va le dire, je comprends que certains ont eu un gros blocage pour cet épisode-là. Déjà, la promesse de base du film, voilà, c'est toujours cool de voir que, oui, non, on n'essaye pas de faire régresser le personnage de Po, on assume le fait qu'il a appris des trucs dans les précédents films et tout. Là, on confirme bien qu'il est le guerrier dragon ultime, voilà, qu'il est arrivé au sommet de son niveau, donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut raconter après ça? Et la réponse est toute simple, et c'est idéal pour un film qui a mis un petit peu de temps à sortir, faut dire, lui trouver un successeur. Ok, cool, ouais, en plus ça permet à donner un nouvel arc à Po, du fait qu'il a du mal à laisser les choses changer et tout, il aime trop sa position de maître sage guerrier dragon, il a envie de rester dans cette position là, il a pas envie de passer à quelqu'un d'autre pour perdre ça, donc ouais, je comprends et tout. Même le fait qu'il ait fini son design, voilà, maintenant il a enfin le costume qu'il avait dans ses rêves, il a la cape, il a le chapeau et tout, il a pas encore le sabre, est-ce qu'il a besoin du sabre aussi à ce stade? Il utilise le sabre à un moment mais c'est tout. Seul bémol par rapport à ça, c'est qu'il a cette tenue que pour le tout début du film, alors que bah, pourquoi ne pas le garder tout le long, quoi? Ça aurait été cool de le garder tout le long, quoi. Peut-être pas durant le combat final, ouais, on perd quelques vêtements pour montrer l'intensité du combat, mais quand même. Là où ça devient un petit peu confus, c'est que, ok, le premier truc qui se passe dans ce film, c'est Tai Lung revient et attaque. Voilà, on nous le montre un petit peu comme ça, genre, voilà, j'espère que vous avez pas vu la bande-annonce et que vous avez pas été spoilé que la méchante du film c'est un caméléon qui peut changer d'apparence et qui a pris l'apparence de Tai Lung ou quoi, c'est pas le vrai Tai Lung. C'est un petit peu bizarre parce que d'un côté ils essayent de mettre un petit peu de mystère, genre, oh, qu'est-ce qui se passe, Tai Lung est de retour, mais en fait, dès que Po rencontre le personnage de Zen, la nouvelle protagoniste jouée par, comment elle s'appelle déjà, Aquafina, actrice américaine chinoise qu'on met un petit peu dans toutes les productions parlant de Chine, décidément. Bon, enfin, elle a une confrontation avec Po parce qu'elle essayait de voler des objets magiques, etc. Mais Po l'arrête, il l'interroge par rapport au retour de Tai Lung parce qu'elle semble avoir des informations là-dessus. Et elle révèle direct que c'est pas Tai Lung, c'est un caméléon. Donc du coup,
ouais, pourquoi tu fais un mystère là-dessus? Mais ok. Et du coup, le reste du film, c'est ces deux-là qui essayent d'arrêter le caméo, qui est à la tête d'une ville comme Zen, qui veut se venger parce qu'elle a été rejetée par d'anciens maîtres comme Tai Lung, et qui a le pouvoir de voler l'essence kung-fu-esque ou du chi avec de la magie et tout, comme le général Kai. Donc ouais, c'est un mix entre les trois méchants réunis en un seul personnage. Conceptuellement, c'est pas une mauvaise idée, honnêtement. Surtout que voilà, c'est un personnage métamorphe, donc oui, elle vole un petit peu de tout des autres méchants. Je comprends le concept. Et c'est sympa. Voilà, le reste du film, il est pas mal du tout. L'animation est top, hein, de la part de DreamWorks, forcément. Ils ont montré depuis le temps qu'ils ont des gens de talent dans ce milieu-là, mais aussi, ils ont gardé un petit peu le côté hybride de l'animation qu'on avait dans les précédents opus. C'est pas Spider-Verse, hein, bien sûr, et peut-être que Kung Fu Panda 2 était un peu plus hybride là-dessus, mais voilà, ils ont gardé au moins cette particularité-là, quoi. Ils ont pas été fainéants sur l'animation. Les chorégraphies de scènes d'action sont toujours top, hein, vraiment. Il y a vraiment de super moments où qui arrivent bien à mélanger l'humour, le délirant, les quelques idées de mise en scène pour rendre l'action cool et tout. Non, là-dessus, il n'y a pas à dire, les scènes d'action sont toujours top dans ces films-là. L'humour marche plutôt bien, voilà, j'ai passé de bons moments. Il y a des concepts de nouveaux personnages qui sont cool, voilà, genre Zen, c'est pas un mauvais concept pour une protagoniste. Han, le tatou, voilà, c'est un bon personnage aussi, même s'il aurait pu être mieux développé. Un de mes concepts de personnage préférés, c'est un poisson qui vit dans un bec de pélican qu'il contrôle apparemment, et que du coup, il utilise pour faire tous ces trucs. Voilà, c'est un concept rigolo, ça aussi, voilà, ça se voit que les mecs, ils ont bossé sur Bob l'éponge pour avoir des idées pareilles. J'aime bien la relation entre Po et Zen, tu vois, genre le héros modèle très naïf et l'anti-héros voleuse qui se méfie de tout le monde et tout. Du coup, il y a une petite confrontation entre cynisme et naïf qui marche bien et qui permet de trouver un juste milieu et tout. Il y a des bons moments entre les deux, tu vois, c'est une bonne relation dans le lot. Mais mes personnages préférés, je pense que c'est de loin Ping, encore une fois. J'avais pas vraiment d'appréciation particulière pour ce personnage dans le premier film, mais depuis le 2, c'est devenu mon personnage préféré, Ping, décidément. Ellie, toujours joué par Bryan Cranston, voilà, et les deux font vraiment le couple de parents gays qui s'inquiètent pour leurs gosses et tout. Et c'est un bon duo. Je suis content qu'on ait fait évoluer ce duo-là qui s'est passé à autre chose après tout le 3 où ils arrêtaient pas enfin, ils se disputaient pas, mais c'était Ping qui faisait son jaloux tout le long. Mais voilà, je suis content qu'ils ont fini par se trouver une bonne relation, les deux, qu'ils ont fini par vivre ensemble. Ils ont des bons gags, ils ont les meilleurs dialogues et tout. Non, franchement, là-dessus, y a pas à dire. C'est en partie grâce à eux que j'ai passé un bon moment devant ce film, quoi. Cela dit, ouais, je comprends que ce soit pas le préféré de tout le monde là-dessus. Hein. Je comprends que certains aient des réserves sur le scénario ou le fait que... Bah, le réalisateur Mike Mitchell, je sais pas pourquoi, il a voulu insister sur le côté humour et laisser un petit peu tomber le côté drame, alors que, mec, les raisons pour lesquelles les gens aiment vos films comme les Kung Fu Panda, les Shrek, les dragons et tout, c'est pas juste pour l'humour, hein. C'est aussi parce que c'est des films émotionnels, voilà. C'est la raison pour laquelle Kung Fu Panda, ça marche aussi bien qu'on aurait pu le croire, c'est parce qu'ils apportent le drame et l'émotion qui renforce l'intensité des scènes d'action et des moments de personnages, tu vois. Il essaie quand même de développer ses personnages, mais de ce qu'on a vu dans les problèmes de production, ouais, je suppose qu'on va parler de ça. Voilà, il y a la des réalisatrices Stephanie Mastin, voilà, qui a bossé sur ce film, mais qui était... Voilà, elle était pas mal refoulée finalement. Elle a fait toute une interview qui a été partagée par des journalistes et tout, où elle explique que ouais, c'était un petit peu le bordel durant la production. Et là où Mike Mitchell, voilà, il avait le contrôle total parce que c'est un ancien de DreamWorks, il est producteur exécutif, il est pote avec les autres exécutifs de DreamWorks. Là où elle, voilà, elle est un petit peu vue comme la nouvelle, alors que bah elle bosse depuis longtemps sur sur le storyboard des films DreamWorks et tout. Non, elle a un CV des plus corrects, quoi. On devrait peut-être la prendre en considération aussi, hein. Bon, la plupart des révélations qu'elle a données sont pas très surprenant, genre par exemple le fait qu'Universal insiste pour qu'il y ait des célébrités dans ses films, ce qui, ouais, on a remarqué, ça fait plus de 30 ans qu'on a remarqué que les dessins animés de ce genre aiment bien mettre des célébrités un petit peu n'importe où. Et encore, Kung Fu Panda, tu vois, on l'accepte volontiers parce qu'ils ont toujours su quoi faire avec leurs célébrités, genre le plus grand du charme de Kung Fu Panda repose sur Jack Black, donc ça montre qu'ils savent bien utiliser leurs célébrités malgré tout. Ça reste une raison conne et mercantile de choisir tel talent, mais voilà, au moins ils arrivent à jouer avec ça, quoi. Mais voilà, elle s'est pas mal disputée avec le réalisateur et les producteurs sur ce qu'ils devaient raconter avec ce 4e film. Et clairement, ouais, on aurait dû l'écouter parce que c'était clairement elle qui savait à peu près qu'est-ce que les gens aiment dans Kung Fu Panda et ce qu'il fallait vraiment raconter avec ce 4e film, quoi. Genre clairement, elle était plus intéressée par le développement du lore et par les émotions des personnages, là où Mitchell, lui, voulait surtout faire une comédie, en fait. Et ça se voit un petit peu parce que tu as quand même des moments où on essaye de développer les personnages,
parce que les artistes de ce film ont forcé Mac Michel à faire des moments comme ça, tu vois, genre donner une backstory à la méchante, voilà, le caméléon qui a même pas de nom en fait, tu vois. D'accord que c'est un monde où le tigre s'appelle tigresse, où le singe s'appelle singe, où la menthe religieuse s'appelle mantis, voilà, c'est vrai qu'ils n'ont pas été très imaginatifs en termes de nom, mais juste le caméléon, c'est un petit peu dommage quoi. Et voilà, il y avait un moment où Zen et le personnage du caméléon devaient pas avoir de backstory du tout apparemment. Ils en ont quand même, parce que les artistes ont forcé Mac Michel à quand même raconter ça, mais du coup, quand il raconte ça, tu sens que ouais, il s'en fiche un petit peu quoi, genre... Il te raconte le truc, tu te dis, ouais, c'est pas mauvais comme histoire, dans le cas de Z, mais c'est bizarre, je m'en fous un petit peu, quoi, je suis moins dedans que quand Tigresse raconte son passé, ou quand Shifu raconte son passé, ou même quand Zen évoque un petit peu son passé durant un dialogue du 2 et tout, tu vois. Donc du coup, ouais, la base, elle est pas mauvaise, tu vois, l'histoire de cette voleuse qui a subi un petit peu le monde et qui a dû se ranger un petit peu du côté des méchants pour pouvoir survivre. Ouais, je comprends, ça va, c'est juste que finalement, c'est pas assez intense. Et c'est con, parce que développer un peu plus ce personnage, justement, ça aurait donné plus d'intensité aux scènes d'action, comme je le disais. Mais le caméléon, ils essayent de lui donner une backstory, mais je sais pas si c'est juste Mac Michel qui s'en fout et qui lui donne la motivation la plus conne du monde, ou si c'est juste que voilà, ils n'avaient pas eu le temps de bien réfléchir à une vraie bonne backstory qui donnerait vraiment du sens au personnage et qui aurait vraiment un sens à l'histoire. Parce que grosso modo, elle veut voler le talent de Kung Fu des maîtres du Kung Fu qui sont morts et qui sont dans le monde des esprits, parce que quand elle était gosse, elle voulait être maître du Kung Fu, mais elle a été rejetée par toutes les écoles parce que elle était trop petite, elle était trop banale et tout, et... Mec, on parle d'un univers où une montre religieuse et un grand maître du Kung Fu. Donc la taille, ça joue à quelque chose. Donc elle est banale, elle a un pouvoir de métamorphe, ça doit forcément servir quoi. Même si le mec voulait surtout insister sur la comédie, bah je sais pas, insiste sur le fait que Po il y croit pas à cette explication, ou qu'il trouve cette motivation nulle, voilà, qu'il fasse des remarques sur le fait que attends, mais tu t'es trouvé un autre talent dans la sorcellerie et tout, ça te suffit pas pour compenser le fait que t'as jamais pu devenir maître Kung Fu, t'as trouvé ta vocation finalement. Ou encore le fait que, ah non, à tous les coups tu mens, c'est pas pour ça que t'as été viré. Non, à tous les coups t'as été viré parce que t'es une connasse qui veut le pouvoir à tout prix, que les maîtres l'ont vu venir et tout. Justement, ça aurait fait parallèle avec Tai Lung vu qu'on le fait revenir dans celui-là. D'ailleurs, Tai Lung, ouais, le faire revenir en soi, conceptuellement, c'est intéressant. Genre, le faire revenir comme une sorte de végéta, genre, tu vois, le rival qui petit à petit commence à avoir du respect pour Po et qui finit par devenir son ami, qui finissent par combattre un ennemi commun ensemble et tout. Et apparemment, dans les idées de Stephanie Mastin, il y avait un petit peu de ça, tu vois, genre que le caméléon, à un moment, devait capturer Shifu, et que du coup, peut-être que Tai Lung allait aider Po à sauver Shifu, et que du coup, Shifu et Tai Lung allaient avoir leur véritable adieu qu'ils n'ont pas eu malgré leur relation, quoi. Je veux dire, c'est son fils adoptif quand même. Mais là, ce qu'en fait Mac Michel, voilà, c'est... déjà, Shifu, il est pas concerné par cette histoire, alors que... Encore une fois, c'est son fils adoptif, quoi. C'est dommage, vous faites revenir Tai Lung, vous en profitez pas, quoi. Mais voilà, techniquement, Tai Lung, il est dans le film que dans les 10 dernières minutes. Voilà, c'est quand, spoiler, hein, quand la méchante ouvre le portail vers le monde des esprits, le fait revenir dans le monde des vivants, prend son talent et l'enferme dans une cage, et le reste du temps, il commente sur le fait que Po, il se débrouille bien ou il se débrouille pas bien et tout. Voilà, c'est... Je sais pas, il est peut-être devenu gentil un petit peu trop facilement. Genre, qu'il devienne gentil, oui, mais il aurait fallu développer ça, développer cette relation, cette rédemption et tout. Genre, peut-être qu'il aurait fallu que Tai Lung soit juste un autre protagoniste, au lieu de juste être un caméo magnifié dans les dernières minutes, quoi. Mais ouais, en parlant de caméo, alors, je sais plus si je l'ai dit dans ma vidéo réaction, genre, ah tiens, il faut revenir Tai Lung, peut-être qu'ils vont faire revenir aussi Shen et Kai, et... Bah, c'est vrai que, scénaristiquement parlant, c'est un petit peu bizarre de les mettre dans ce truc-là. Il y a beaucoup de fans qui étaient déçus de voir que les 5 cyclones n'allaient pas du tout être dans ce film. Mais tu vois, ça à la limite, je peux comprendre pourquoi finalement ils sont pas là, les 5 cyclones. Je veux dire, j'adore les 5 cyclones. J'aimerais bien qu'on développe un peu plus les personnages. Et d'ailleurs, les mecs de DreamWorks, peut-être qu'ils vont faire un spin-off là-dessus. Ils sont pas sûrs parce que c'est un petit peu le bordel, un petit peu l'organisation de DreamWorks actuellement. Ils arrêtent pas de se diviser, de refiler du boulot à d'autres studios et tout. Pour vous dire à quel point c'est le bordel, ils considèrent que les séries télé Kung Fu Panda sont plus canons. Ce qui n'est pas une grande perte, hein, parce que les séries sont pas ouf. Et voilà quoi, que les films restent canons, ça suffit amplement. Pas besoin de tout prendre en compte, hein. Il n'y a pas besoin de faire du canon porn, quoi. Mais la raison pour laquelle ils ont décanonisé ces séries, c'est parce qu'ils considèrent que ces séries ont été faites par des studios rivaux.
Voilà, parce qu'ils ont partagé les droits avec Netflix, avec Amazon Prime et tout, donc c'est la compétition, ça. Waouh, vous êtes vraiment divisés à ce point? Sérieux? Mais voilà, j'aurais bien aimé avoir plus de 5 cyclones, mais je comprends pourquoi ils sont pas là. Déjà parce que, clairement dans cette histoire-là, ils sont partis dans une autre direction où ça aurait été difficile de les caser, parce que c'est vrai que là, l'histoire racontée comme elle est, je vois pas où t'aurais pu les mettre, et puis honnêtement, l'excuse de « Oh, ils ont du boulot ailleurs », je l'accepte. Tu vois, je peux sans problème imaginer pourquoi ils peuvent pas être dispo là maintenant, hein. Bon après, chose un petit peu amusante, Stéphanie, elle a critiqué le choix d'expliquer que Mantis, il était en train de se battre avec sa femme. Bizarrement, elle aime pas le cliché de femme mauvaise, tu vois. Mais aussi en termes de budget, quoi, parce que Angelina Jolie, apparemment, pour la faire revenir, pour dire un ou deux dialogues, ça aurait coûté minimum 20 millions de dollars. Forcément, oui, je comprends qu'ils avaient pas envie de dépenser l'argent, qu'ils avaient envie de faire des économies, donc ouais, ok, voilà, si vous voulez. Ils font quand même un petit caméo dans le générique de fin, voilà, caméo non vocal, hein, c'est juste leur personnage, mais voilà quoi, ils essayent quand même de prendre en compte ça, donc voilà. Zen et Kai font aussi des caméos muets, voilà, ils sont techniquement dans les films, et ils sont tellement été rajoutés à la dernière minute qu'apparemment les animateurs ont galéré pour leur donner une animation correcte dans ces moments-là, pour vous dire. Mais en y réfléchissant, oui, ça n'a pas de sens que ces personnages soient là. Parce qu'encore une fois, la méchante, elle ouvre un portail qui amène vers le monde des esprits, où se trouvent tous les grands maîtres kung-fu une fois qu'ils sont morts. C'est vrai qu'ils n'ont jamais précisé est-ce que le monde des esprits prend seulement les maîtres de kung-fu ou est-ce que ça prend tout le monde. Apparemment, pour les mecs de DreamWorks, ça prend que les maîtres de kung-fu. Donc du coup, ça n'a pas de sens d'avoir Shen dans le lot, tu vois. Shen, c'était pas du tout un maître de kung-fu, c'était même un anti-kung-fu, il voulait détruire le kung-fu, c'était sa motivation. Je veux dire, elle vole le talent de kung-fu de Shen alors que, meuf, il a pas du tout de talent de kung-fu, quoi. Et Kai, lui, c'est compliqué, quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un maître de kung-fu, sachant qu'il était juste associé à Wei, qui était le créateur du kung-fu, voilà. C'était un maître du chi, voilà, c'était un grand guerrier, mais kung-fu, je sais pas trop, tu vois. Mais de toute façon, il a rien à foutre dans le monde des esprits, parce que, bah, son esprit a été désintégré, tu vois, il y est plus du tout dans le monde des esprits, il est même dans aucun monde, là, normalement. Vous vous souvenez que c'était un truc un petit peu important, le monde des esprits, dans le précédent film? C'est une des raisons, en fait. Mais aussi, le truc bizarre, c'est que, encore une fois, spoiler, à la toute fin, quand Po a vaincu le caméléon après un combat plutôt stylé, hein, voilà, ils ont bien utilisé les pouvoirs de caméléon du personnage, voilà, pour qu'elle fasse un mix de différents méchants et une espèce de chimère grotesque, c'est pas mal du tout, ou le fait qu'elle prend littéralement l'apparence de Po, voilà, il y a pas mal de trucs pas mal en termes d'action, de chorégraphie et d'idées, voilà, je crois que c'est un bon climax, même si encore une fois, ça aurait pu être plus intense si on développait les personnages. Mais une fois qu'il a libéré tous les esprits qui se sont fait voler et tout, t'as tous les personnages qui sont apparemment pas que des méchants, hein, tu vois, parce que elle dit elle veut prendre le talent de tous les méchants, mais elle prend le pouvoir de pas mal de maîtres de kung-fu et tout. Voilà, c'est un petit peu confus aussi. Et aussi, quitte à faire venir des maîtres de kung-fu à qui voler leur talent, pourquoi vous faites pas venir Oogway? Je crois que lui, l'acteur, il serait un petit peu moins cher qu'Angelina Jolie, déjà. Et aussi, ça aurait un peu plus de sens de le faire venir, lui, dans cette histoire-là. Sachant qu'on parle de Kung-Fu, de monde des esprits et tout. Mais voilà, t'as ce moment où Tai Lung et les autres esprits s'incline devant Po pour montrer, voilà, on te respecte maintenant, tu as montré ta valeur. Alors encore une fois, Tai Lung, c'est trop rapide. Ça aurait été bien de le développer un peu plus profondément dans le film. Je veux dire, c'est quand même un mec qui a failli détruire le monde juste parce qu'il est égocentrique et qu'il voulait être lui-même le guerrier dragon. Faudrait développer un petit peu cette idée qu'il est passé à autre chose, quoi. Mais Shen, mon cul qui s'inclinerait devant Po. On parle d'un mec qui a préféré crever plutôt que de faire la paix avec Po. Pareil pour Kai. Ce sont des personnages qui clairement n'ont aucune intention de devenir de meilleures personnes, qui n'avaient aucun respect pour Po, même dans la mort. Pourquoi là, il s'inclinerait là? C'est bizarre, quoi. C'est des fanservices un petit peu artificiels et c'est dommage, quoi. Mais ouais, il y a pas mal d'éléments du scénario qui a pas beaucoup de sens et tout, alors que conceptuellement, il y a pas mal de trucs qui pouvaient marcher, quoi. Le concept de la méchante, elle est cool, voilà. J'aime bien le fait qu'elle soit toute petite, ça fait des jeux d'échelle sympas. La façon dont elle se transforme, voilà, c'est stylé et tout. Voilà, quoi, le fait qu'elle soit un mélange des trois méchants précédents, c'est pas mal, mais voilà, quoi. Comme le personnage n'a pas grand chose en termes de personnalité et tout, c'était un petit peu gâché, quoi. C'est techniquement le moins bon des méchants, finalement. Mais voilà, c'est le bordel, mais malgré tout, voilà, j'ai quand même un certain attachement pour ce film. Voilà, d'accord, il y a tous ces problèmes avec le canon, avec le respect du lore et tout, parce que c'est fait par des gens qui ne savaient pas exactement ce qui devait être raconté dans Kung Fu Panda 4. Pour vous dire, il y avait un moment où Mac Michel, il voulait que le film soit un mélange de live action et d'animation pour que Po et sa bande rencontrent de vrais humains, voilà, qu'on ait carrément une ville d'humains, genre...
Non. Genre c'est bon, on a accepté le fait que le monde de Kung Fu Panda ça se passe dans une Chine complètement fantaisiste, voilà, c'est pas besoin de le rattacher à notre monde là, arrête. Mais voilà, il y avait clairement un manque de vision, mais malgré tout il y a quand même pas mal de compétences dans la plupart des gags, dans l'animation bien sûr et dans les chorégraphies d'action. Et voilà, conceptuellement les personnages sont intéressants. Avec le succès que rencontre le film là maintenant, peut-être qu'ils vont se permettre d'essayer de corriger les quelques erreurs de ce film-là dans les prochains films. Encore une fois, ils ont prévu jusqu'à 6 films normalement. Voilà, je sais pas s'ils vont le faire tout de suite, le Kung Fu Panda 5, mais voilà, toujours est-il que c'est un truc qui est dans leur tiroir, hein, ils peuvent le faire s'ils veulent. Et le spin-off des 5 cyclones, voilà, ça peut être une bonne idée aussi. Et justement, si ça peut permettre de développer ces personnages, ce serait pas mal. Mais ouais, c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu ventre mou celui-là de film, hein. Toujours sympathique, mais clairement pas au niveau de ce qui se faisait avant. Donc c'était mon opinion sur Kung Fu Panda 4. Très chouette, mais pas aussi bien que les précédents films, et je comprends totalement pourquoi les autres ont du mal avec celui-là. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un mauvais film, parce que voilà, c'est suffisamment compétent en termes de narration et d'animation et tout. Voilà, c'est juste que ça aurait été mieux s'ils assumaient un peu plus le drame. Mais voilà, c'est pas Toy Story 4, quoi, tu vois. Toy Story 4, au moins, ils avaient compris qu'il fallait conserver avant tout l'émotion. C'est pour ça que les gens viennent, ils aiment ces personnages, donc du coup, ils veulent les voir se développer, avoir une conclusion touchante et tout, quoi. Pareil pour Shrek 4, du même réalisateur en plus. Donc le problème, c'est même pas que c'est un épisode de trop, que c'est le 4e épisode, donc forcément c'est forcément nul. Non, non, il y avait de quoi faire, hein, tu vois. D'accord que beaucoup critiquent Toy Story 4 et Shrek 4, mais même eux, ils savaient qu'il fallait se focaliser sur l'émotion. C'est le seul gros défaut de ce film-là, ils prennent pas au sérieux les personnages. D'accord que c'est difficile à visualiser, prendre au sérieux Kung Fu Panda, mais justement c'était la qualité des 3 précédents films. Ils prenaient au sérieux les personnages de l'univers et tout. Les personnages étaient des personnages, leurs émotions étaient réelles, et c'est pour ça qu'on était investis dans ces films-là. Donc j'espère que la prochaine fois qu'ils toucheront à cette licence, ils se rappelleront de cet aspect-là et qu'ils essaieront de le faire revenir, quoi, parce que c'est le cœur de Kung Fu Panda, quoi, c'est quand même dommage de passer à côté. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a intéressé, que le sujet vous a plu et tout. Moi je vous dis à la prochaine dans Fermez-la où j'aurai quelques sujets en réserve, à savoir une petite vidéo sur Skyler White, oui parce qu'on reparle encore d'elle décidément, un gros sujet sur Gamergate, parce que ça devient tellement n'importe quoi qu'il fallait que je fasse une vidéo là-dessus, et bien sûr, enfin le Fermez-la sur Doctor Who où nous parlerons de la période de Jodie Whittaker. Ah et aussi en août, 10e anniversaire de Fermez-la, on verra un truc pour fêter ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et à participer au Patreon et tout. N'hésitez pas à me voir sur Twitch tous les mercredis à 21 h où on regarde des films, joue à des jeux et parle d'autres sujets. Et à la prochaine sur Fermez-la.